Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup à Frédéric et à toute son équipe pour l'accueil ici, je le dis sincèrement, c'est toujours un plaisir, j'ai eu la chance de venir. C'est certes la maison de Colette, mais c'est aussi, grâce à Frédéric, un peu la maison de Germaine, puisqu'à chaque fois, il donne une place à Stahl en particulier, et je trouve que pour les femmes, hein, ce festival fait beaucoup. Alors, je viens à mon propos, Germaine de Stahl, l'expérience et la pensée de l'Europe, en commençant juste par un petit paradoxe qui va répondre à des questions qui m'ont été posées à midi. Pourquoi j'aime autant Stahl, qui fait partie de ma vie maintenant depuis 2010. Hein, ça fait 12 ans que je vis intellectuellement avec elle. Stahl a le paradoxe d'être à la fois une grande européenne, ce que je vais essayer de vous montrer rapidement aujourd'hui, et en même temps un auteur ou une autrice dont on n'a jamais pu fixer la nationalité. Stahl fait partie des inclassables dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire des auteurs qui sont toujours à la frontière, qui sont alors à la frontière des pays, puisqu'elle est à la fois née à Paris et enterrée en Suisse, et des auteurs qui occupent dans notre patrimoine, et Dieu sait s'il est assez conservateur en France, hein, je trouve, sur le plan littéraire, qui occupent dans notre patrimoine une place un peu marginale. Je prends un exemple. En 2017, Stahl étant morte en 1817, nous avons commémoré timidement le bicentenaire de sa mort, et je suis allée aux Archives nationales pour essayer de lancer un peu des commémorations, et on m'a dit « mais Stahl n'est pas française ». Mon collègue suisse, Léonard Burnand, qui préside l'association Benjamin Constant, est allé à Lausanne voir la Poste suisse pour faire un timbre à l'effigie de Stahl en 2017, et on lui a dit « mais Germaine de Stahl n'est pas suisse ». Et du coup, je trouve ça intéressant que la plus grande européenne soit en réalité une femme qui n'a appartenu à aucun pays de manière claire. Du coup, c'est peut-être ça la première leçon du parcours stahlien, de la trajectoire stahlienne, c'est que chez Stahl en tout cas, l'Europe commence par un manque. On est européen parce qu'on n'a pas de patrie, ou plus exactement parce qu'on est capable de sentir ou de trouver sa patrie dans différents endroits. Il faut en gros ne pas être un Français trop arrogant, trop persuadé que notre pays est le meilleur du monde pour être un vrai Européen. L'Européen est forcément mélancolique, forcément un peu apatride, forcément un peu errant, forcément un peu de nulle part. Voilà, c'était le préambule. Et c'est pour ça que j'aime Stahl, je réponds à la question. Moi, j'aime les auteurs des marges, j'aime Sade, j'aime Stahl, j'aime les Français dont on ne sait pas quoi faire. J'aime pas ceux qu'on fait comme plat de résistance. Voilà. Alors j'en viens, puisque c'est elle qui m'intéresse d'abord, à Stahl. Je vous ai mis quelques images pour jalonner mon propos, pour essayer de vous présenter un peu l'importance de la question de l'Europe, puisque c'est ça qui nous occupe dans le parcours stahlien. Alors, première chose, et je viens d'en dire deux mots, première image aussi, j'ai bien sûr choisi un tableau qui représente Corinne, dont Catriona a parlé ce matin. Corinne, qui est la grande héroïne de Stahl, la plus célèbre, celle de son roman publié en 1807, Corinne ou l'Italie. Et ce tableau est un tableau hommage qui est peint au début du 19e siècle par François Gérard, hein, qui se trouve à Lyon. Et ce tableau représente Corinne, mais en lui donnant les traits de Stahl. Ce qui est un acte intéressant, au sens où il y aurait une identification évidente pour tout le monde de Stahl à son héroïne. Alors pourquoi je commence avec Corinne ? Parce que Corinne est effectivement la grande héroïne stahlienne, et Corinne a plusieurs nationalités. Rentrer dans l'idée de l'Europe avec Stahl suppose déjà, je vous le disais, de rentrer dans une conception de l'identité et de la nationalité plurielle. Pour vous le savez peut-être, mais c'est la première fois dans la langue française en 1807 que le néologisme de nationalité apparaît. Hein, le mot nationalité en français n'existe pas officiellement avant Corinne. Stahl fait donc un néologisme en 1807 lorsqu'elle présente cette héroïne qui est moitié anglaise. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, vous spoiler l'histoire de Corinne, mais c'est un des enjeux du roman de savoir d'où elle est. Quel est son vrai pays? L'Italie, l'Angleterre, la France, on ne sait pas. Et Corinne, lorsqu'elle se présente elle-même, lorsqu'elle se définit dans le roman de Stahl, dit « Je me croyais destinée à des avantages particuliers par la réunion des circonstances rares qui m'avaient donné une double éducation et, ajoute-t-elle, si je puis m'exprimer ainsi, deux nationalités différentes. » Corinne est à la fois, effectivement, écossaise et
italienne. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais du coup, cette héroïne stalienne est tout à fait emblématique de la dimension européenne, hein, qui motive la création chez Stahl. Elle est comme Stahl, entre deux pays, Stahl étant même entre trois pays elle-même, hein, puisqu'elle est née à Paris, donc française, Stahl. Elle est enterrée à Coppet, en Suisse, et elle a été mariée à 23 ans à un Suédois, puisqu'elle s'appelle au départ Germaine Necker, mais elle se marie donc avec Eric Magnus de Stahl-Holstein, qui lui donne son nom, et si bien qu'à un moment donné, dans l'histoire complexe de la Révolution, Stahl se trouve avoir aussi la nationalité suédoise, hein, ce qui rajoute à charge dans son dossier d'un auteur français marginal. Cette histoire de nationalité frontalière, elle est quelque chose de très important pour Stahl. Elle conditionne un rapport à la vie, un rapport à la langue qui pour elle est déterminant. On n'est jamais la personne d'une seule langue, hein. Valérie en parlait tout à l'heure pour les romans de Charrière. On peut le dire aussi de la part de Stahl, qui a, j'y reviendrai, parlé plusieurs langues. Elle a parlé anglais. Elle a parlé allemand, elle a parlé un peu d'italien, elle a même parlé suédois, elle écrit suédois lorsqu'elle est la femme de son mari, si j'ose dire, hein, parce que le couple Stahl va assez vite voler en éclats, mais enfin elle va garder son nom. Et Stahl écrit dans ses carnets de voyage, « Il n'y a pas une nationalité qui soit bonne, il en faut plusieurs pour être un homme complet. » Voilà. Donc l'idée de l'Europe, elle s'enracine, on va dire, de manière négative. Et c'est ça qui est intéressant chez Stahl. Négative au sens où il faut ne pas appartenir à une nation pour être sensible à la culture d'une autre nation. Il faut qu'il y ait un déficit d'appartenance identitaire, nationale, hein, pour qu'on soit curieux de la culture des autres. C'est pour ça que les Français n'ont pas du tout, comment dire, la cote, si j'ose dire, dans les romans stahliens, parce que les Français de l'époque de Stahl, peut-être encore un peu de la nôtre, sont toujours persuadés que la culture française est la meilleure, que la langue française est la seule qui soit digne d'être parlée. À partir de ce moment-là, les personnages sont ridicules et ne s'intéressent pas à la culture des autres, parce que s'intéresser à la culture des autres suppose de mettre en sourdine provisoirement la sienne, ou d'accepter l'idée que la sienne ne soit pas parfaite. Or, pour Stahl, étant elle-même imparfaite dans sa trajectoire, elle était donc prédisposée à rencontrer l'Europe et à la penser. La deuxième chose importante à savoir, je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé, mais bon, je vais faire court. Quelle heure il était ? 13, merci. Le monsieur, il n'est pas content. 13, merci. Alors, la deuxième chose à savoir, justement, sur cette Europe stahlienne, c'est que l'Europe, chez Germaine de Staël, est une expérience de terrain. Staël n'est pas une Européenne de salon. Hein, l'Europe n'est pas un sujet de conversation brillant qu'on peut agiter comme ça le soir avec des amis. L'Europe, c'est chez elle une expérience. Cette expérience, elle l'a fait effectivement, puisqu'elle a traversé l'Europe plusieurs fois, ce qui, je le rappelle, n'est pas son choix, puisque Staël n'est pas, mais pas du tout une voyageuse née. Elle déteste, par peur de la mort, par peur de l'oubli, il n'y a rien qu'elle déteste autant que quitter son pays. Ce n'est pas du tout la joie de la découverte qui peut animer bien des femmes à son époque. Staël ne vit jamais pire maman que lorsqu'elle s'éloigne de son pays, ou ses pays, la France et la Suisse, par exemple, lorsqu'elle franchit le Rhin la première fois, elle dit qu'elle a l'impression de mourir. Elle dit quitter sa patrie, c'est comme s'exiler, c'est mourir. D'ailleurs, elle est exilée. Donc, tout ça pour dire, pourquoi a-t-elle voyagé ? Parce qu'on l'a obligée à voyager, parce que Napoléon lui a, à partir de 1802, à partir du moment où elle publie Delphine, son premier roman, lui a interdit le séjour, je simplifie, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, lui a interdit le séjour français. Elle ne peut plus venir d'abord à Paris, puis ensuite il élargit l'interdiction à toute la France. Donc Staël est condamné à vivre en Suisse, dans son château de Coppet, à côté de Lausanne, entre Genève et Lausanne. Et puis, lorsque, en 1812, elle veut publier son grand traité sur l'Allemagne, enfin 1810 plutôt, de l'Allemagne, je vous ai mis cette carte, on voit les pays en couleur qui sont les pays occupés par l'Empire ou coalisés avec l'Empire français. Hein, la France de 1810, l'Europe, pardon, de 1810, est quand même une carte occupée, où vous voyez qu'en fait, les seuls pays qui restent en 1810... pas encore sous l'emprise des armées françaises, sont justement la Russie et bien sûr, éternel outsider de la liberté,
ce sera pareil en 1942, l'Angleterre. Donc Staël, qui veut publier de l'Allemagne, n'a pas d'autre solution que de se rendre en Angleterre. Mais pour se rendre en Angleterre depuis la Suisse, vous voyez très bien sur la carte, il y a deux options en réalité. Si vous voulez ne pas passer par un pays qui soit occupé par l'armée napoléonienne, qui de toute façon l'aurait empêché de passer, il y a deux options. Soit vous prenez un bateau par là, et puis vous passez par la mer, en fait, bien sûr, pour aller en Angleterre, mais Staël a une peur panique de l'eau. C'est une autre de ses angoisses assez intéressantes. Elle ne peut pas aller sur l'eau. La peur de mourir, le rein, l'oubli, la mort silencieuse qu'est la noyade, tout ça l'effraie plus que tout, donc elle décide de passer par la terre. Et donc elle va traverser toute l'Europe, l'Ukraine, et aller jusqu'en Russie, arriver à l'Angleterre. Vous voyez la route, en fait, du coup elle traverse, alors je ne sais pas faire les PowerPoint modernes comme font les jeunes, là, mais hop, elle traverse comme ça, en fait, la Russie, la Suède, etc. Et elle arrive à Londres après ces 2 ans de voyage qu'elle raconte dans 10 années d'exil, qui sont son ébauche d'autobiographie, ses mémoires, et qu'elle raconte aussi dans ses carnets de voyage. C'est un voyage qu'elle fait dans des conditions à la fois confortables et complexes. Confortable parce que Staël a de l'argent, faut être honnête, c'est-à-dire qu'elle est assez riche, donc ça lui permet de financer ce voyage et de ne pas dormir dans une tente quechua sur les bords de chemin, ça c'est sûr. Mais malgré tout, une femme qui voyage, qui traverse l'Europe en guerre, avec les armées napoléoniennes qui la suivent, quand elle arrive à Moscou, le tsar lui dit « il vous reste 3 semaines ». Dans 3 semaines, les Français sont à Moscou. Donc Staël, et ça j'adore, elle dit, puisqu'il me reste 3 semaines, je vais quand même visiter. Donc elle fait le tour, elle va voir les églises, etc. Et elle part vite en Suède, et 3 semaines après, les moscovites, vous le savez, brûlent leur capitale pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Français. Donc vous voyez, c'est quand même un voyage qui est matériellement confortable, mais qui est psychologiquement très angoissant, d'autant qu'elle est interdite. L'ennemi de Napoléon, poursuivi, etc., et qui lui font donc traverser l'Europe, découvrir la diversité des climats, découvrir la diversité des langues. Lorsqu'elle est au fin fond des plaines de l'Ukraine, Staël descend de sa voiture, se restaure dans un petit village, et il y a des femmes qui viennent la voir, qui regardent sa robe comme ça, qui touchent un peu étonnées ses habits. Et Staël dit, ce qui est drôle dans ces pays, c'est que personne ne sait du tout qui est Necker, mon père. Je ne suis personne. Oui, mais forcément. Mais elle trouve ça génial d'être comme ça, oubliée, de rencontrer Du coup, elles font un échange de robes avec les villageoises d'Ukraine. À Kiev, exactement, ça se passe. Alors évidemment, aujourd'hui, ça résonne un peu différemment à nos oreilles. Mais vous voyez, il y a cette diversité de coutumes, de langues, de cultures, parce que Necker, c'est la star en France. Enfin, ça l'est plus du tout en 1810, mais pour Staël, et puis en Ukraine, c'est personne. Donc Staël mesure aussi l'importance de l'histoire, la relativité des valeurs, de la suprématie française, qui n'a de sens qu'à Paris et qui n'en a plus du tout à Kiev. Elle mesure aussi l'importance des régimes politiques. Qu'est-ce que c'est que construire la liberté ? Ça n'a pas du tout le même sens en Russie qu'en Angleterre, où il y a une tradition de monarchie constitutionnelle beaucoup mieux installée. Bref, l'Europe, c'est pas, encore une fois, un sujet de salon, c'est la récompense de l'exil. C'est pour ça que Staël est aussi une Européenne mélancolique, parce que cette Europe, elle l'a découverte contre son gré, elle l'a découverte parce qu'on l'a chassée de son pays, elle l'a découverte parce qu'on lui a interdit le territoire qui est redevenu le sien seulement en 1814, et au moment de la chute de l'Empire. Et c'est aussi une Europe née de son expérience. Elle est morte trop tôt, Staël, elle est morte à 51 ans, avec encore 2 projets qu'elle n'a pas pu mener à son terme, qui auraient été des projets européens. Elle aurait rêvé de se rendre en Grèce, qui est un des rares pays d'Europe où elle n'est pas allée. Elle est allée en Italie, elle est bien sûr allée en Allemagne 2 fois, en Autriche, en Russie, en Suède, en Angleterre. Il n'y a que l'Espagne où elle n'est pas allée. Et la Grèce. Donc il y a un projet grec à l'horizon, et ce qui était très frappant quand on a édité sa correspondance, la fin de sa correspondance, Staël aurait rêvé de mourir en Italie, de finir sa vie en Italie, non pas du tout en Suisse comme c'est le cas, mais bon, je pense qu'elle n'avait pas prévu de finir sa vie si tôt. Elle dit qu'elle trouve ça très, j'adore cette phrase, elle dit on meurt moins douloureusement quand on meurt dans un climat doux. Parce que la mort est associée au froid,
hein, et mourir en Suède, c'est pour elle pire que mourir en Italie. Je ne dis pas ça parce qu'Elisabeth, vous allez croire que j'ai parlé de la Suède et du climat, c'est pour ça. Très important, mourir dans un pays doux. Donc elle aurait voulu aller en Grèce et retourner en Italie. Voilà, mais vous voyez une vraie expérience douloureuse et complexe, hein, de l'Europe. Il y a 4 points. Voici le 4e. Qu'est-ce que c'est l'Europe chez Stahl? Outre une expérience de terrain, bien sûr, il faut en parler, en dire 2 mots. Et j'ai mis exprès, enfin, je finis ma phrase, l'Europe, c'est aussi, bien sûr, un idéal politique. J'ai choisi cette image avec le père de Stahl derrière, hein, en arrière-plan. C'est un autre tableau très connu, hein, qui est très intéressant pour nous, parce qu'effectivement, la pensée politique stahlienne est tout entière inspirée à la fois par l'expérience politique de Jacques Necker, hein, donc... Le grand ministre un peu oublié aujourd'hui et dès l'époque de Stahl, hein, de Louis XVI, ministre des Finances, mais surtout grand théoricien politique. Hein. Necker vaut bien mieux que ce à quoi l'image traditionnelle l'a réduit, c'est-à-dire une espèce de papa gâteau gentil, je caricature un peu, mais voilà, c'est un grand penseur, Necker, de la liberté. Et pour Stahl, du coup, l'Europe n'aura de sens que si on établit des conditions politiques de ce qu'elle appelle le libéralisme, mais avec un sens positif qui n'a rien à voir avec notre sens affolant et terrible du libéralisme. Le libéralisme à son époque, c'est-à-dire la liberté. C'est-à-dire comment, en fait, la grande question que se pose Stahl et comme se posent tous ses contemporains et qui va structurer la première réflexion sur l'idée européenne à cette époque, c'est comment concilier le pouvoir et la liberté. Comment inventer un régime qui est le consentement de la population? C'est très, très difficile, parce que vous voyez qu'on ne s'était pas posé la question auparavant, puisqu'il y avait une monarchie absolue, c'était bien pratique, donc on ne demandait pas l'avis des gens. Il y avait un roi, c'était le dieu qu'il avait voulu, point final. À partir du moment où on sort de la monarchie absolue, on met en place un régime, mais ce régime, il faut qu'il y ait, et Rousseau est passé par là, avec son contrat social, etc., il faut qu'il ait l'assentiment de la population. Comment construire une autorité juste ? C'est ça le projet libéral. Et comment la construire, cette autorité juste, à l'échelle de l'Europe, puisque Napoléon et ses appétits de conquête, qui là encore résonnent tristement, aujourd'hui on n'en est pas sorti, hein, je ne vous fais pas un dessin, vous voyez bien comment l'Europe est aujourd'hui encore en guerre et avec des conquérants, hein, des impérialismes ultra-violents. Donc Stahl se dit il faut que l'Europe fonctionne tout entière comme un pays, un continent, qui respecte la liberté, avec des autorités libres. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire tout sauf l'Europe napoléonienne. Pourquoi? Parce que l'Europe napoléonienne, elle est une Europe de conquête, elle est le diktat d'un seul pays, la France en l'occurrence, et d'une seule culture et d'une seule langue à l'ensemble des pays européens. Pour Stahl, ça, c'est pas l'Europe. C'est le contraire de l'Europe. L'Europe, c'est plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs nationalités. Hein, et ce que Napoléon prétend être l'Europe, s'appelle, pour reprendre une formule de Stahl, l'Europe-France. C'est un néologisme qu'elle crée pour dire c'est pas l'Europe, c'est la même culture, la même langue, ce qu'on voit très bien dans les politiques impérialistes actuelles, hein, c'est-à-dire qu'on commence par imposer sa culture, sa langue, etc. Ça commence comme ça. Hein, bien sûr, faire disparaître un pays, c'est faire disparaître sa langue. Et sa nationalité aussi. Donc pour Stahl, il faut que l'Europe arrive à éviter l'arbitraire, partage les autorités, autrement dit que chaque pays soit souverain pour pouvoir résister à un envahisseur possible. Le modèle de cette modération, de cet équilibre des pouvoirs, ça reste bien sûr l'Angleterre. Donc il faut que chaque pays soit souverain et il faut que chaque pays garde sa culture. Pour Stahl, il n'y a pas pire aliénation que ces Allemands qui se mettent à parler français dans leur salon parce qu'on leur a appris depuis qu'ils étaient petits que le français était la langue des élites. Non, il faut que les Allemands parlent aussi allemand, hein, et qu'ils arrêtent de considérer que Molière est le dernier grand auteur de théâtre. Hein. Stahl dit, en théâtre, on a 300 ans de retard. Hein, quand elle découvre ce qui se fait sur les scènes allemandes, elle dit, mais oui, on a 300 ans de retard. Hein, ça, à son époque, déjà, si j'ose dire. Mais enfin, ça, c'est un propos qui n'engage que moi. Donc, du coup, je finis là-dessus. La littérature telle que l'Europe, c'est aussi, pour Stahl, un programme littéraire. Je vous ai remis un portrait que Stahl déteste d'ailleurs, un d'elle, où elle trouve qu'elle est trop moche sur cette photo, mais enfin sur ce portrait, Vigée Lebrun, qui représente Stahl en Corinne. L'Europe, je vous disais, c'est aussi un programme littéraire. Et ça n'a pas valu à Stahl beaucoup d'amis, déjà qu'elle en avait, mais pas tant que ça. Pour elle, la littérature doit être transnationale.
C'est-à-dire que l'Europe n'est pas seulement, là encore, une idée abstraite, ni une idée politique, elle doit être un modèle esthétique. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit un roman, en France, à son époque, en 1800-1810, ce roman devra nécessairement être nourri de toute la culture européenne. Un auteur français qui, au début du XIXe siècle, ne connaîtrait pas la littérature anglaise, et elle donne des exemples, Richardson, Fielding, etc. Un auteur, tout le monde l'a dit, ça plus ou moins à son époque. Par contre, là où elle est beaucoup plus originale, c'est lorsqu'elle dit qu'il faut aussi connaître la littérature allemande, dont vous savez qu'elle est la première instigatrice, la première médiatrice. Hein. Donc c'est la première à dire que la littérature allemande doit venir renouveler la littérature française menacée de... Alors là, c'est le grand mot stalien qui fait que les deux amis qui lui restaient, elle les perd aussitôt. Elle dit la littérature française est menacée de stérilité. Alors là, vous voyez... Dans un pays qui est si persuadé de sa souveraineté, de ses prérogatives culturelles, Staël ne cesse de faire l'éloge d'une littérature transnationale, à l'image de son héroïne, c'est-à-dire qu'on doit écrire dans plusieurs langues, on doit s'être nourri de tous les modèles européens, italien pour le théâtre, danois, suédois, bien sûr, allemand pour la philosophie, et pour le théâtre aussi, pour le drame, etc. La France, la littérature française, si on élève autour d'elle ce que Staël appelle une muraille de la Chine, dans la préface de l'Allemagne, est condamnée à s'éteindre. Ce qui va se traduire concrètement chez elle, par exemple, je finis là-dessus, par donc, la pratique de plusieurs langues, et puis Staël, par exemple, va traduire. Hein, ça ne va pas être encore ce plurilinguisme quelque chose de théorique. Staël va traduire toutes les pièces allemandes qu'elle voit dans de l'Allemagne. Elle va traduire aussi un peu d'anglais et elle va inciter ses proches, ses amis, qui sont pour beaucoup danois, pour beaucoup allemands, à écrire dans une autre langue que la leur, hein, ce qu'elle ne fait pas. Donc Staël incite à devenir autre, à changer de pays et à changer de langue. Et elle n'est jamais aussi fascinée que lorsqu'elle s'entend parler allemand, par exemple. Elle raconte ça dans De l'Allemagne. Elle dit quand on parle, mais ça va parler à toutes celles nombreuses qui parlent plusieurs langues parmi nous, mieux que moi, parce que ce matin on a eu un débat, j'ai parlé anglais au petit déjeuner, c'était pas très concluant quand même, mais bon, il était tôt. Staël dit que quand on parle une langue étrangère, on change d'être, on change de voix, par exemple. On n'a pas la même voix quand on parle français, anglais, etc. Et donc elle dit on a un sentiment d'étrangeté à soi-même auquel il faut consentir. Hein. Parler plusieurs langues, c'est s'ouvrir à une autre partie de soi. Voilà. Je vous remercie.